Bonjour mes compatriotes, j'ai le plaisir et le grand plaisir de vous présenter une étude méthodique sur un extrait du livre Le Père Goriot d'Honoré de Balzac, paru en 1835. Il fait partie du module numéro 3, qui consiste à lire un roman réaliste, Le Père Goriot de Honoré de Balzac, 1835. Notre activité sera une activité de lecture méthodique dont le texte support est extrait de et qui figure à la page 58-59 dans l'édition Le Livre de Poche, qui commence par la phrase « Ces 7 pensionnaires étaient les enfants gâtés de Madame Vauquet » jusqu'à des drames continus. Notre objectif serait d'identifier en quelque sorte les éléments du réalisme et les faits de réel. Commençons, mes chers amis, à lire le support de lecture. Ces 7 pensionnaires étaient les enfants gâtés de Madame Vauquet, qui leur mesuraient avec précision d'astronome les soins et les égards, d'après le chiffre de leur pension. Une même considération affectait ces êtres rassemblés par le hasard. Les 2 locataires du second ne payaient que 72 francs par mois. Ce bon marché qui ne se rencontre que dans le faubourg Saint-Marcel, entre la bourre et la Salpêtrière, et auquel Madame Couture faisait seule exception, annonce que ces pensionnaires devaient être sous le poids de malheurs plus ou moins apparents. Aussi, le spectacle désolant que présentait l'intérieur de cette maison se répétait-il dans le costume de ses habitués, également délabrés. Les hommes portaient des redingotes dont la couleur était devenue problématique, des chaussures comme ils s'en jettent au coin des bornes dans les quartiers élégants, du linge élimé, des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Les femmes avaient des robes passées, reteintes, déteintes, de vieilles dentelles raccommodées, des gommes glacées par l'usage, des colorettes toujours rousses et des fichus éraillés. Si tels étaient les habits, presque tous montraient des corps solidement charpentés, des constitutions qui avaient résisté aux tempêtes de la vie, des faces froides, dures, effacées, comme celles des écus démonétisés. Les bouches flétries étaient armées de dents à vide. Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action. Non pas de ces drames joués à la lueur des rampes, entre des toiles peintes, mais des drames vivants et muets. Des drames glacés qui remuent chaudement le cœur. Des drames continus. Bien, mes chers amis, après avoir lu le texte support, commençons par une compréhension globale et dire qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, entre 1850 et 1890, naît le réalisme, un courant artistique qui influence de façon décisive et durable le genre romanesque. Des romanciers comme Stendhal et Balzac, dès 1830, puis Flaubert, Maupassant et Zola, ont entrepris de représenter le réel sans l'embellir. On nourrit l'ambition de faire vrai. Dans cette perspective, et grâce à différents procédés, tels que des descriptions ou des portraits, mais aussi grâce à des références à des lieux réels, l'auteur cherche à créer un effet de réel. Je dis bien un effet de réel, afin que l'histoire racontée soit ancrée dans la réalité et que le lecteur y adhère pleinement. Parmi les éléments qui contribuent à créer un effet de réel, dans cet extrait de Honoré de Balzac, on peut mentionner les références à des lieux célèbres et connus du lecteur. Exemple, le faubourg Saint-Marcel, entre la bourbe et la Salpêtrière, à Paris, bien sûr, en France, et qui existe bel et bien sur la carte géographique de ce pays. De plus, les détails réalistes dans le texte tels que
le costume délabré, les redingotes dont la couleur était devenue problématique, des chaussures comme il s'en jette au coin des bornes dans les quartiers élégants, du linge élimé, c'est-à-dire usé par le frottement, des vêtements qui n'avaient que l'âme. Ces détails sur le costume délabré des hommes visent à souligner que ces derniers étaient défavorisés, donc misérables. Il en est de même pour les femmes qui avaient des robes passées, reteintes, déteintes. Elles portaient aussi de vieilles dentelles raccommodées, c'est-à-dire réparées, rafistolées, des gants glacés par l'usage, des colorettes toujours rousses, entre le jaune, la couleur rousse, entre le jaune et le rouge, car elle avait dû perdre de leur couleur originale éclatante à force d'usage et de coups de soleil, et enfin des fichus éraillés dont les fils sont relâchés et écartés avec ces précisions. Il s'avère que et les hommes et les femmes partagent apparemment, visiblement et vraisemblablement même le même destin de misère. De l'aspect vestimentaire relatif aux vêtements, lequel laisse à désirer, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, le narrateur descripteur, je dis bien descripteur, passe ensuite pour décrire d'une manière pertinente la constitution corporelle, c'est-à-dire le portrait physique, de ces 7 pensionnaires sur lesquels il s'est focalisé, rassemblés par le hasard à l'intérieur de la maison Vauquet, et dont le trait commun est non seulement leur aspect vestimentaire précité, mais aussi leur aspect physique. Tous les deux, l'aspect physique et vestimentaire, tous les deux déplorables d'ailleurs. C'est que presque tous ces êtres montraient des corps solidement charpentés, c'est-à-dire il avait des ossatures solides qui leur auraient servi pour échapper et résister aux tempêtes de la vie. Ils avaient, hommes et femmes, des faces, au lieu de dire des visages, des faces froides, dures, effacées, comme celles des écus démonétisés, c'est-à-dire comme une monnaie qui avait perdu de sa valeur. Quant aux bouches, celles-ci étaient flétries, c'est-à-dire défraîchies, en perdant leur fraîcheur, et armées de dents avides, c'est-à-dire voraces, comme si elles étaient prêtes à mordre en quelque sorte. Par conséquent, on comprend que le narrateur voulait faire acquérir à ces personnages une vie et une présence, en chair et en os, dans l'imagination du lecteur. Des faces froides, dures, effacées, comme celles des écus démonétisés, c'est-à-dire comme une monnaie qui avait perdu de sa valeur. Quant aux bouches, celles-ci étaient flétries, c'est-à-dire défraîchies, en perdant leur fraîcheur, et armées de dents avides, c'est-à-dire voraces, comme si elles étaient prêtes à mordre en quelque sorte. Par conséquent, on comprend que le narrateur voulait faire acquérir à ces personnages une vie et une présence, en chair et en os, dans l'imagination du lecteur. De cette description minutieuse, cadencée et condensée d'un narrateur descripteur visionnaire, on débouche sur le fait que ces gens vivaient bel et bien des drames accomplis, c'est-à-dire réalisés et vécus. Non pas de ces drames illusoires joués sous la lumière des projecteurs ou d'éclairage artificiel, entre des toiles peintes qui servent de décor dans une scène de théâtre. Ce n'est pas un drame théâtral, ni même de la théâtralité, mais des drames vivants et muets, c'est-à-dire qui travaillent sournoisement, en silence, dans les personnages. Des drames glacés qui remuent chaudement le cœur, enfin des drames continus. Le terme anaphorique drame, répété à maintes reprises, est d'ores et déjà un indice révélateur qui signifie que le narrateur veut
de toutes les manières, nous convaincre que l'histoire qu'il raconte est purement et simplement vraie et sérieuse. D'ailleurs, n'a-t-il pas avancé dans l'incipit de cette même heure que ce drame n'est ni une fiction, ni un roman, all is true, en langue anglaise, universelle, la plus parlée par tout le monde. All is true. Elle est si véritable, ce drame. Ce drame est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce texte de type narratif, descriptif, avec une fonction argumentative, le narrateur descripteur essaie de nous mettre dans le même bain où se trouvent plongés et baignés ces personnages, en nous plaçant en quelque sorte devant un spectacle désolant, affligeant, chagrinant et lamentable, plein de misère et de malheur, plus ou moins apparent, qu'aurait vécu une société miniature, c'est-à-dire un échantillon de la société, de la grande société, celle française du XIXe siècle. Donc voici un échantillon et sur laquelle nous sommes appelés, nous lecteurs, à nous apitoyer. En définitive, le spectacle qualifié de désolant que présentait l'intérieur de la pension Vauquet se répétait comme le reflet d'un miroir dans l'allure corporelle et vestimentaire de ses habitués, surtout ces 7 sur lesquels le narrateur s'est focalisé. Ce sont alors des gens défavorisés, condamnés à vivre malgré eux dans un lieu défavorable, d'où le poids de malheur. Bien, maintenant passons à notre lecture méthodique et qui normalement doit suivre des étapes. Commençons par la mise en situation de cet extrait. Et disons que ce texte est extrait du roman réaliste Le Père Goriot, de son auteur Honoré de Balzac, paru en 1835. Après une description minutieuse de la maison Vauquet, le narrateur, prolongeant son incipit, se focalise cette fois sur 7 pensionnaires habitués de cet établissement, étant internes, logés et nourris à titre payant. On passe ensuite à l'identification du texte. Le genre littéraire, c'est un roman réaliste qui fait partie de l'ensemble de la comédie humaine, entre autres livres comme Eugénie Grandet, Le chef-d'œuvre inconnu, Illusion perdue, du même auteur. Donc c'est un roman réaliste. Le type de texte était narratif, descriptif avec fonction argumentative. Narratif parce qu'il y a un narrateur qui raconte une histoire de personnages qui sont dans ce passage les 7 pensionnaires, sans toutefois nous incliner leur nom, mais il y avait évocation de 2 personnages qui sont Madame Vauquet et Madame Couture qui a été exceptée de ces 7. En plus, il y a un indice, l'indice de lieu. L'indice de lieu, c'est la maison Vauquet. Indice de temps, on peut relever dans le texte le mois, donc on parle toujours du narratif. Et le temps verbal du récit qui était l'imparfait. Le passé simple n'est pas encore utilisé parce que la machine dramatique ou bien les actions qui seront réalisées n'est pas encore actionnée. Donc, le passé simple fait défaut ici. Il n'est pas présent. Donc, il n'y avait que l'imparfait. Descriptif parce qu'il y avait utilisation des procédés de la caractérisation. Entre autres, il y a les adjectifs, qualificatifs, attributs et épithètes, les compléments de nom, les relatives, la comparaison et métaphore, avec fonction argumentative, même s'il est sous-entendu, mais nous sommes appelés à la déceler à travers les lignes. C'est-à-dire, le narrateur, descripteur, voulait en quelque sorte nous convaincre de quelque chose, d'un problème quelconque, à déceler à travers les lignes. Enfin, il voulait nous convaincre que son histoire était bel et bien réelle. En ce qui concerne l'énonciation qui n'est autre que l'acte de parole, nous avons un récit dont le narrateur s'adresse au narrateur en lui brossant
une image dévalorisante de cette pensionnaire habituée de la maison Vauquet. Quant au système d'énonciation, ce n'est qu'un récit, sans toutefois avoir recours au discours, parce que l'intrigue n'est pas encore commencée. Donc c'est un récit sans discours dialogué. Pour la focalisation, s'agissant d'un récit où le narrateur, descripteur s'avère omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, sa focalisation est donc de degré zéro. En étude détaillée, passons par les champs lexicaux. Le champ lexical, c'est l'ensemble de termes utilisés et qu'on peut regrouper dans une même notion. Donc, il y avait principalement deux champs lexicaux. Le premier champ lexical était sur l'aspect ou bien le portrait vestimentaire des personnages. Costumes délabrés, redingote à couleurs problématiques, chaussures comme ils s'en jettent au coin, linge élimé, vêtements qui n'avaient que l'âme, robes passées, reteintes déteintes, vieilles dentelles raccommodées, gants glacés, colorettes rousses, fichus et raillés. Le deuxième champ lexical était relatif au portrait physique. Il y avait le corps, des corps charpentés, constitution, des faces froides, dures, effacées, des bouches flétries, des dents avides. Remarquons une chose, c'est que chaque élément, ou presque tous les éléments décrits, ont été généralement suivis d'un adjectif qualificatif épithète attaché, plus ou moins dévalorisant. Bien, notre quatrième étape s'attaque aux figures de style. Nous avons pu relever dans le texte des figures d'analogie, figures d'opposition et autres figures syntaxiques d'accumulation. En ce qui concerne les figures d'analogie, nous pouvons relever dans le texte une comparaison. Oui. D'ailleurs, c'est un procédé de caractérisation dans le service de la description. Comparaison face effacée, comme celle des écus démonétisés. Il y a un comparé, un comparant, il y a le moyen comparatif, et le trait commun entre les deux, entre le comparé et le comparant, c'est cet effacement et cette privation de valeur. Un autre exemple, chaussures. Les chaussures comme ils s'en jettent au coin des bornes dans les quartiers élégants. Donc le personnage portait des chaussures, de vieilles chaussures, comme ils s'en jettent au coin des bornes des quartiers élégants. Donc ils sont pauvres et ils portent des chaussures comme ils s'en jettent au coin des bornes dans les quartiers élégants. En ce qui concerne la métaphore d'ailleurs, ce n'est qu'une comparaison, une comparaison sous-entendue, sans le moyen comparatif comme précision, l'exemple qu'on peut relever dans le texte. Madame Vauquet avait, pour mesurer ses pensionnaires, elle leur mesurait avec précision d'astronome. Précision d'astronome, c'est-à-dire une précision comme celle, je dis bien souvent, comme celle d'astronome. Et l'astronome d'ailleurs se sert de la précision pour suivre le mouvement des étoiles dans le ciel. Donc ils avaient la même précision. En ce qui concerne troisième figure d'analogie, la personnification. Une personnification des drames personnifiés, des drames vivants, des drames muets. Donc le terme drame a été personnifié avec les adjectifs vivants et muets, ça devient personnifié. Des vêtements, un autre exemple, des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. L'âme, normalement, c'est l'être humain qui possède une âme. Cette fois, il parle de choses, des vêtements. Donc, il y a une figure de personnification. Quant aux figures d'opposition, on peut relever dans le texte une oxymore. Donc, l'exemple suivant. Gants glacés, les gants qui sont normalement faits pour chauffer les mains et non le contraire pour les glacer. Donc, gants suivi de l'adjectif épithète glacé, il y a une relation d'opposition entre les deux. X, Y, mais dans le sens est opposé. Deux termes
juxtaposée, mais dans le sens opposé. Une autre figure d'opposition, c'est l'antithèse. L'exemple, drame glacé qui remue chaudement le cœur. Glacé, les termes glacé et chaudement sont opposés, séparés dans la phrase, donc c'est une antithèse. Bien, quant aux figures syntaxiques d'accumulation, auquel d'ailleurs notre narrateur a recours le plus souvent, on peut relever dans le texte une gradation descendante. L'exemple, robe passée, reteinte, déteinte. Donc 3 degrés de gradation. Les robes, après avoir été passées, elles ont été reteintes, puis déteintes. Elles ont perdu leur couleur. Deuxième exemple de gradation, face et faces. C'est-à-dire le visage. Froid, les faces froides, dures et effacées. Non seulement froides, mais dures, voire même effacées. Une autre figure syntaxique d'accumulation, c'est l'anaphore. L'anaphore consiste à répéter le même terme à maintes reprises. Donc le terme drame, drame accompli. Plus loin, drame joué. Plus loin, drame vivant. Plus loin, drame glacé. Enfin, des drames continus. On arrive à la visée de l'auteur. Que cherche l'auteur par ce texte? Donc, l'effet, un effet. Elle cherche à produire un effet chez le lecteur. L'effet recherché n'est enfin autre que l'effet de réel. Le portrait vestimentaire et celui physique sont là rien que pour faire acquérir au personnage vie et présence dans l'imagination du lecteur. Registre de langue, il y a une prédominance de la tonalité dramatique, des drames continus. D'ailleurs, le terme a été anaphorique dans le texte. On passe aux axes de lecture. Comme premier axe, le poids de malheur. Le poids de malheur qui pèse lourdement sur les personnages. Comme un deuxième axe, il s'agit bel et bien d'un spectacle désolant que présentait le lieu, c'est-à-dire la maison Vauquet, et ses occupants. Donc c'est un spectacle qui se répétait aussi bien dans le lieu que dans les personnages. Le lieu et ses occupants sont compatibles. Et comme troisième axe, il y a des drames incarnés, c'est-à-dire personnifiés dans des personnages d'une société miniature, celle française. Et pour synthétiser, nous pouvons dire que l'auteur, à travers ce passage, et par le biais d'un ensemble de procédés d'écriture, entre autres caractérisation, épithétisation, champs lexicaux, figures de style, d'analogie, d'opposition et surtout d'accumulation, montre la réalité désolante d'un échantillon de la société française de l'époque au XIXe siècle. Et avant de clôturer notre étude, je vous propose l'explication de quelques mots qui vous paraîtront plus ou moins difficiles à comprendre. Que voici. Pensionnaire. C'est une personne qui est nourrie et logée pendant un certain temps dans un hôtel, dans une pension. Astronome, qui est dans la science de l'astronomie. Étude scientifique de l'univers, de sa constitution, de ses lois et de son évolution. Bien, mes chers amis, avant de vous quitter, je vous propose ci-dessous une liste des mots qui vous paraîtront difficiles à comprendre et dont l'explication est la suivante. Et je vous conseille, par même occasion, de vous aider le plus souvent d'un dictionnaire. Pour lire Balzac, je vous conseille de mettre à côté un dictionnaire. Ayez l'habitude d'utiliser le dictionnaire. Ça porte conseil. Merci, à très bientôt et à la prochaine.